Bien. Donc, l'autre fois, on avait commencé l'étude des microstructures cassantes, c'est-à-dire toutes les microstructures qui accompagnent une déformation cassante et en particulier les failles, c'est-à-dire les plans de discontinuité. Alors, on a parlé de stries de glissement. On a vu également ce qu'on avait appelé les les écailles de glissement. On a parlé également des fentes, ici, les fentes de tension. On a dit qu'il s'agit donc de cassures ou bien de fissures en forme de fente produites dans des roches dures suite à des contraintes. Bien sûr, il s'agit ici donc d'ouvertures qui montrent une extension de la matière. Voilà, ici, vous avez ici deux fentes. Alors, ces fentes présentent, si vous voulez, des extrémités fermées, c'est-à-dire, il s'agit donc de bordures avec des bords écartés dans la partie centrale ici, mais jointifs dans les extrémités, ou bien aux extrémités. Alors, les bordures, on les appelle les épentes de la fente. Et le vide ici, parfois, il reste, si vous voulez, ouvert, il reste vide, si vous voulez, ou bien, dans ce cas-là, donc on parle de fente à payante, si vous voulez, payante, c'est-à-dire vide. Parfois, c'est rempli. Donc la fente peut être soit vide, soit remplie par des minéraux issus d'une cristallisation sous forme de fibres. Cristallisation minérale, fibres sous forme de fibres, c'est-à-dire les minéraux se cristallisent sous forme de fibres à l'intérieur de la fente, à l'intérieur du vide, bien sûr suite à la circulation des fluides, du fluide minéralisé. Alors, ce remplissage peut être formé par la silice, c'est-à-dire le quartz, la calcite, les épidotes, le gypse, pourquoi pas, et d'autres exemples de sel, si vous voulez, par exemple, c'est-à-dire de roches évaporiques ou bien de minéraux de roches évaporiques. Ça dépend. Donc, la nature du remplissage de ces fentes dépend de la nature des terrains avoisinant la localité où se trouvent les fentes. Si vous avez des roches riches en silice, dans lesquelles vous avez des fentes, il faut s'attendre à un remplissage par la silice, par le quartz. Si au contraire, les roches avoisinant là où vous avez les fentes sont calcaires, il faut s'attendre à trouver la calcite à l'intérieur ici. Ainsi de suite. Donc, ça dépend donc de la nature lithologique des roches dans lesquelles se forment les fentes, si vous voulez. Alors, l'utilité de ces fentes, si donc vous avez des photos, fente de tension ici rectiligne, ce que vous avez ici, fente de tension rectiligne sur le terrain. On peut voir des fentes de tension en échelon, comme je vous ai expliqué parfois, mais ici la photo n'est pas très bonne. Les fentes de tension en échelon, c'est des fentes de forme sigmoïdale, sous forme de S, avec une alternance en échelon. Alors, l'utilité de ces fentes, c'est qu'ils peuvent nous donner, si vous voulez, les directions, les contraintes et le champ de déformation dans une région donnée. Mais il faut savoir également que ces fentes-là sont généralement, bien ça, elles accompagnent en général les
failles, c'est-à-dire des mouvements de failles, hein, généralement engendrent ces fentes de tension. Autrement dit, quand vous avez des fentes, il faut s'attendre à trouver des failles à côté de ces fentes. Alors, par exemple, si on prend ces fentes-là, alors comme j'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit de fentes remplies par des minéraux, alors ces minéraux de remplissage se disposent en général perpendiculaires aux épentes ou bien aux bordures de la fente, comme vous voyez ici en rouge. Donc il s'agit de minéraux généralement fibreux, sous forme de fibres, perpendiculaires aux épentes de la fente. Alors bien sûr, ces minéraux, ici, perpendiculaires aux épentes, indiquent la direction de l'extension de la matière. Extension, c'est-à-dire l'ouverture, la direction de l'ouverture de la fente. Et c'est la direction donc de l'extension de la matière, c'est l'axe X, c'est-à-dire l'axe d'allongement ou bien d'étirement maximal. Et par conséquent, donc, c'est la direction de la contrainte sigma 3. Direction de la contrainte sigma 3, c'est-à-dire la contrainte minimale. Le corps de la fente, c'est-à-dire la longueur de la fente, si vous voulez, est parallèle à la direction du raccourcissement Z, c'est-à-dire parallèle à la direction de la contrainte maximale, sigma 1. Donc sigma 1 ici, vous l'avez vertical, sigma 3 horizontal. C'est ce que vous avez ici au niveau du champ de contrainte. Vous avez sigma 1 vertical, comme ça, et vous avez sigma 3 horizontal, sigma 2 également horizontal. C'est ce que vous avez ici, donc sigma 1 et sigma 3 en vert. Si jamais on vous demande donc d'établir les champs de contrainte et le champ de déformation, donc il faut faire attention, il faut suivre ces consignes. Donc toujours, je veux dire, l'ouverture de la fente indique donc la direction, si vous voulez, de l'axe d'extension X, c'est-à-dire la direction de la contrainte minimale, sigma 3. Le corps de la fente, c'est-à-dire la longueur, si vous voulez, de la fente, est parallèle, si vous voulez, à la direction de sigma 1 et à l'axe, si vous voulez, de raccourcissement Z. Ici, comme vous voyez, c'est une coupe. Hein. Ce que vous voyez sur la photo ici, c'est la coupe de fente. Il faut imaginer le corps de la fente à l'intérieur. À l'intérieur ici de la roche, le corps. Voilà donc pour le champ de contrainte. Le champ de déformation est le suivant ici, ce que vous avez ici. Donc vous avez l'axe de raccourcissement maximal Z ici, vertical, et vous avez l'axe d'étirement ou bien d'extension, l'axe X horizontal. Et l'axe Y également, il est horizontal ici. Sur cette photo, vous avez un ensemble donc, de fentes. Vous avez au moins deux générations de fentes de tension. Vous avez cette génération-là, avec des fentes de grande taille, et vous avez cette génération de fentes de petite taille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y avait des mouvements qui ont formé ces fentes-là, et par la suite, des mouvements qui ont formé ces petites fentes-là. C'est-à-dire, ces fentes-là ont été ouvertes en premier, puis ces fentes-là en deuxième. C'est-à-dire, si on veut donc établir la chronologie donc, de formation des fentes ici, c'est-à-dire la chronologie donc, des mouvements ayant affecté cette roche, si vous voulez. Donc, ces failles-là ont été ouvertes en premier, puis après celle-là. Parce que comme vous voyez ici, le seul argument, c'est ici.
Ici, on remarque que les petites failles coupent les grandes, les petites fentes coupent les grandes fentes ici. Ça veut dire que ces petites fentes-là, elles ont été ouvertes postérieurement à ces grandes fentes. Comme je dis avant, généralement, bien sûr, ces fentes-là sont engendrées, sont formées suite à un mouvement de faille, un mouvement de déformation, généralement de déformation cassante, c'est-à-dire des failles. Le jeu de failles entraîne donc la formation de ces fentes de tension. Alors ici, vous avez les flèches pour indiquer le sens de mouvement des blocs. Alors pour les grandes failles ici, pour les grandes fentes, ici, donc le mouvement des blocs, c'est comme ça. Ce bloc-là s'est déplacé vers ce sens et l'autre vers le sens. C'est le seul sens de mouvement qui va nous permettre d'ouvrir les fentes dans ces directions-là. Et ici, c'est la même chose. Donc, si vous avez des fentes de tension dans un calcaire, c'est des fentes de tension, si vous voulez, ordinaires, normales. Ici, vous avez des fonds de tension en échelon. Fonds de tension en échelon. Il faut également noter que parfois, comme ici, comme on peut voir ici, mais c'est pas très clair, parfois ces fentes, les fentes de tension en échelon sont coupées par des failles qu'on appelle les failles potentielles. Une faille potentielle. Faille potentielle quand on a des failles, quand on a des fentes en échelon qui sont affectées par la faille. C'est-à-dire, bien sûr, les failles, les fonds de tension, c'est le résultat du mouvement, du jeu, si vous voulez, d'une faille. Mais parfois, la faille, ce qu'on appelle les failles potentielles, arrive même à décaler les failles, à décaler les fentes de part et d'autre de la fissure ou bien de la discontinuité. C'est ce qu'on appelle une faille potentielle. Alors ici en bas, vous avez. Alors regardez, donc ici vous avez un calcaire. Donc le remplissage doit correspondre à une calcite. Ici c'est marqué la calcite sparitique. Calcite sparitique, c'est-à-dire sous forme de sparite. La sparite, c'est des cristaux, de grands cristaux de calcite. Parce qu'ici vous êtes dans une région formée en grande partie par des calcaires nitrétiques, des calcaires. Et ici en bas, vous avez donc la construction, si vous voulez, des ellipsoïdes de déformation et des ellipsoïdes de contrainte. Toujours donc ici, donc vous avez le sens de déplacement des blocs. Voilà donc en ce qui concerne les fentes de tension. Maintenant, on va voir un autre exemple, si vous voulez, de microstructure qui accompagne donc les failles. C'est ce qu'on appelle les joints stylolytiques. Les joints stylolytiques. Comme leur nom l'indique, donc il s'agit de joints. De joints. Et en général, ce sont des surfaces irrégulières, comme vous voyez ici, des surfaces irrégulières portant des petits pics, ce qu'on appelle les stylolytes, les pics stylolytiques, les pics, petites dômes, des petits pics qui s'appellent les pics stylolytiques. Bien sûr, ici, vous êtes sur le plan d'un stylolyte, d'un joint stylolytique. Ce que vous avez ici en tiré, ce plan-là, c'est le plan donc du stylolyte. C'est ce qu'on appelle le joint stylolytique. Alors, au niveau du plan du stylolyte, on peut voir ces pics stylolytiques. Mais
au niveau du profil, si vous voulez, au niveau de la coupe. Par exemple, ici, on voit un trait irrégulier. Irrégulier, c'est ce qu'on appelle donc le joint stylolytique. La même chose de ce côté-là. Mais en surface, si on regarde du haut, sur le plan, on va voir des pics, des petits dômes, petites structures en relief. En relief. Ici, c'est comme une courbe, c'est comme un diagramme. À la surface, ici, on coupe, c'est comme donc une courbe. Mais en plan, bien en surface, c'est des pics. Alors, la formation de ces pics-là, il est surtout due, si vous voulez, à des changements de pression et de température qui vont entraîner la dissolution et la cristallisation des éléments, ou bien des minéraux, sous l'effet de contrainte. C'est-à-dire, quand on exerce une contrainte entre deux blocs parfois de rhéologie différentes, quand on exerce donc la contrainte, les stylolytes se forment entre ces deux blocs-là suite à une augmentation surtout de la pression et de la température dans des zones de cohésion entre les deux blocs de rhéologie différentes. Il va y avoir donc des phénomènes de dissolution et de recristallisation de nouveaux minéraux au niveau donc de cette zone de stylolite. Et on aura donc la formation des joints stylolytiques. Des joints stylolytiques. Alors ici, il faut faire attention parce qu'ici, il s'agit de joints stylolytiques d'origine tectonique. Parce que parfois, il y a aussi des joints d'origine sédimentologique ou bien d'origine sédimentaire qui n'ont rien à voir avec les joints stylolytiques. On va voir ça par la suite. Je vais vous montrer comment faire la différence entre des joints stylolytiques et les joints stratigraphiques ou bien sédimentologiques ou bien sédimentaires, si vous voulez. Alors, pour ces joints, bien pour les pics stylolytiques, ces pics stylolytiques ou bien ces petits dômes stylolytiques que vous voyez ici sont généralement parallèles à la contrainte sigma 1. Il indique par conséquent la direction du raccourcissement Z. C'est-à-dire, dans ce cas de figure, sigma 1 ici, il est vertical, comme ça. Il est vertical. Parallèle au pic, les pics stylolytiques. Il est vertical, donc il est parallèle à la direction du raccourcissement Z. C'est-à-dire, le raccourcissement Z ici, il est également vertical. Donc, par conséquent, sigma 3, c'est-à-dire la contrainte minimale, est horizontale et l'étirement, ou bien l'extension maximale, est également horizontale ici. Voilà donc comment se forment les pics stylolytiques et comment donc on peut les utiliser pour faire sortir, si vous voulez, le champ de contrainte et le champ de déformation. Bien, donc sur cette photo-là, vous avez ici, donc ici c'est en coupe, hein, la même chose ici c'est en coupe, vous êtes sur un banc, l'épaisseur du banc ici, vous avez le bas, la base du banc, le haut, le sommet du banc. Le sommet du banc. C'est les limites de stratification ou bien les limites, le toit et le mur, ou bien les limites géologiques que vous avez, je pense, utilisées la première séance de TP pour faire les coupes géologiques ou bien vous les avez examinées sur les cartes géologiques, ce qu'on appelle les limites de terrain, les contours géologiques, mais ici on parle ici du toit et du mur d'un banc, et on peut parler également d'un ensemblement de terrain, c'est-à-dire les limites de terrain, les contours géologiques, la base et le sommet toujours. Donc toujours il faut faire attention à cette orientation, l'orientation des bancs, bien des terrains en général, c'est-à-dire connaître le bas et le sommet, bien le bas et le haut.
C'est très important. La base du banc, le sommet du banc. Alors ici, au niveau de ce banc-là, comme je dis, donc si tu coupes, c'est l'épaisseur du banc ici. C'est pas la surface, parce qu'il y a différence. Il faut faire toujours la différence entre ce qui est en surface, sur le plan, et sur ce qui est en coupe ici. On coupe ou bien au niveau de l'épaisseur du banc. Alors sur cette coupe-là, au niveau de ce banc-là, nous avons deux types de stylolites. Vous avez cette génération de stylolites ici, et vous avez d'autres stylolites ici, regardez, ici, celui-là et celui-là. Alors ici, on vous indique ici la stratification. La stratification, c'est-à-dire les limites de strates, les limites des bancs. Si on a plusieurs bancs, par exemple, on peut avoir une limite ici, une limite ici, une limite ici. De toute façon, ici, les limites, la stratification est horizontale, c'est-à-dire les limites des bancs sont horizontales. C'est-à-dire, autrement dit, le banc est horizontal. La couche, le banc est horizontal. Donc, voilà la stratification. Alors, regardez ici ces stylolites, ces deux exemples de stylolites ici sont plus ou moins parallèles à la stratification. Sont plus ou moins parallèles à la stratification. Alors, dans ce cas-là, il s'agit de joints stratigraphiques, de joints d'origine sédimentaire, si vous voulez. D'origine sédimentaire. C'est-à-dire des joints formés sous la pression lithostatique, si vous voulez. C'est-à-dire sous la contrainte exercée par la pression lithostatique. Quand la couche se forme, il va y avoir des dépôts qui arrivent dessus ici. Ces dépôts-là, avec de l'eau, etc., peut-être elles vont exercer une pression, c'est-à-dire une contrainte, c'est-à-dire qu'on peut simuler à la contrainte sigma 1, va exercer une contrainte ici, et à ce niveau-là, il va y avoir formation, par exemple, de stylo, c'est-à-dire il va y avoir dissolution et recristallisation des minéraux, et on forme donc un stylolite d'origine sédimentaire. La même chose ici. Donc, en général, les stylolites d'origine sédimentaire sont parallèles à la stratification. Par contre, ce stylolite-là, regardez, celui-là, il est oblique ou bien perpendiculaire à la stratification ici. De toute façon, il n'est pas parallèle. Peut être oblique et peut être perpendiculaire carrément. Alors, dans ce cas-là, il s'agit d'un stylolite d'origine tectonique. Il s'agit d'un joint stylolytique tectonique. Généralement, donc, oblique ou bien parallèle, ou bien perpendiculaire, pardon, à la stratification. Alors, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est ce type de stylolite, c'est-à-dire les stylolites d'origine tectonique. C'est ce stylolite-là qui nous intéresse. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, on coupe ici, les stylolites apparaissent sous forme de courbe ou bien de diagramme, sous forme de courbe, comme ça, avec des pics. Mais si on dégage ce bloc-là, on tire par exemple ici, on tire ici, on ouvre ici au niveau du stylolite, sur les faces à l'intérieur, on va voir des pics. Ils n'ont pas des courbes, c'est des pics. Alors, bien sûr, pour cet exemple de pic stylolytique ou bien de joint stylolytique, sigma 1, il est horizontal. Il est toujours parallèle au pic stylolytique. Et donc l'axe Z également ici, il est horizontal, c'est-à-dire l'axe de raccourcissement maximal. Et sigma 3 va être vertical. Et l'axe X également, il va être vertical, c'est-à-dire l'axe d'étirement ou bien d'extension maximale. Voilà donc la différence entre stylolite d'origine sédimentaire et stylolite d'origine tectonique. Et je répète encore, ce qui nous intéresse, nous, ici, ce sont les joints stylolitiques d'origine tectonique. Sur cette photo, vous avez un joint stylolytique d'origine tectonique, bien sûr, ici. Même si ici,
On ne connaît pas la base et le sommet des bancs, mais on va considérer qu'il s'agit d'un joint stylotique tectonique. Pour vous montrer également ici comment faire sortir le champ de contrainte et de formation, bien sûr. Donc, il suffit donc de connaître la direction de l'une des contraintes, et notamment la contrainte maximale sigma 1. Alors, dans ce cas de figure, la contrainte maximale sigma 1 va être comme ça, elle est verticale. Verticale, donc l'axe Z de déformation, c'est-à-dire l'axe de raccourcissement maximal, va être également vertical. Et sigma 3 va être horizontal, l'axe X aussi horizontal. Sur cette photo, la même chose. Vous avez des stylolites ou bien des joints stylotiques d'origine tectonique. Vous avez une génération ici, mais vous avez une petite génération également ici. Alors ici, vous avez l'échelle. Donc, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Généralement, l'échelle des joints stylotiques, c'est en général centimétrique. C'est-à-dire, il s'agit de microstructures de petite taille. C'est généralement centimétrique. Alors, dans ce cas également, donc c'est facile à déterminer les contraintes. Donc, comme vous voyez ici les pics de notre diagramme ou bien de notre cours. Donc, ici, la contrainte maximale sigma 1, elle est dans cette direction. C'est-à-dire, elle est comme ça, sigma 1. Un peu oblique, hein? Un petit peu oblique, comme ça. Et donc, le raccourcissement maximal également aussi plus ou moins horizontal. Puis l'allongement maximal, il est vertical. Sigma 3 également vertical. Donc, c'est simple, c'est facile à déterminer, c'est facile donc à construire, c'est-à-dire le champ de déformation et le champ de contrainte à partir donc des joints stylolytiques. Alors, sur cette photo, vous avez deux types donc de microstructures qui accompagnent des failles qui affectent en général les roches compétentes, c'est-à-dire des roches dures telles que les calcaires par exemple. Alors, vous avez en petite A par exemple les écailles de glissement. Ça, donc, on l'a déjà vu. Mais ici, on va vous donner donc un modèle ou bien un exemple, c'est-à-dire les étapes par lesquelles se forment, si vous voulez, des écailles de glissement. En B, vous avez les exemples de stylolithes, des micro-structures de type stylolithe tectonique. Alors, vous avez l'état initial, avec toujours donc la création au départ d'une zone de faiblesse, ici en tiré, dans un, si vous voulez, dans un bloc de terrain, ou bien dans une région donnée, ou bien dans une partie de terrain, mais à condition que ce terrain-là corresponde, comme j'ai dit, à des terrains durs, compétents. Parce qu'ici, on parle d'une tectonique cassante. C'est-à-dire, il faut avoir donc des matériaux durs et compétents, comme les calcaires par exemple, comme des calcaires. Alors ici, vous avez un bloc de calcaire sur lequel s'exerce donc une contrainte. Regardez ici, les flèches noires indiquent, si vous voulez, la direction donc de la contrainte sigma 1. Donc la contrainte maximale en général, hein, sigma 1. Alors dans le bloc, comme je dis, la contrainte va, si vous voulez, engendrer des cassures selon donc une ligne brisée. Il faut avoir donc une ligne brisée, comme ici. Vous voyez, une ligne brisée. Et quand la contrainte donc
continue à s'exercer, il va y avoir donc le glissement et le mouvement des blocs. Glissement ou bien mouvement des blocs l'un sur l'autre. C'est ce que vous avez ici. Alors, ce bloc-là, c'est abaissé, l'autre bloc c'est soulevé. Bloc monté, bloc descendu. Bien sûr, au niveau du miroir de faille, il va y avoir donc la formation de certains tectoglyphes. Par exemple, ici, vous avez des stries. On peut les voir facilement, les stries. Et au niveau de la partie de la ligne brisée, il va se créer un losange. On crée donc un losange avec des enduits de calcite, par exemple. Parce qu'ici, on est dans des roches calcaires. Enduits de calcite. Et donc, roches calcaires, donc il faut s'attendre à trouver des recristallisations de la calcite. Alors, quand on regarde, si vous voulez, sur le plan de la faille, on va trouver au niveau de cette partie à enduit de calcite, c'est-à-dire la partie à forme losangique sur la coupe, sur le plan, il va correspondre à une écaille, ce qu'on avait appelé donc écaille de glissement. Toujours, écaille de glissement présente donc un bord en ressaut ou bien une zone en relief et un bord lisse. Au niveau du bord en ressaut, il faut s'attendre à trouver donc la recristallisation de la calcite. Quand vous êtes dans un domaine formé par des roches calcaires. Voilà donc comment se forment, si vous voulez, les écailles de calcite. Ou bien les écailles, si vous voulez, de glissement en général, les écailles de glissement. Alors, je vous ai expliqué l'autre fois comment déterminer le sens de déplacement des blocs à partir des écailles de glissement. Alors, j'ai dit, sur le bloc que vous regardez, toujours le sens de déplacement, c'est du bord en relief vers la partie lisse. Mais si vous raisonnez sur le bloc manquant, c'est-à-dire le plan de faille de bloc manquant, c'est le contraire. C'est de la partie lisse vers la partie en relief de l'écaille. C'est ce que vous avez, c'est ce qui est indiqué ici par les flèches. C'est-à-dire le bloc manquant, il s'est déplacé vers le haut. Le bloc ici qu'on regarde ici sur place, il s'est déplacé vers le bas. Ce qui est indiqué par les flèches ici. Voilà donc on sait que ça, donc on l'avait expliqué la dernière fois. Mais si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser soit à la fin de cette séance ou bien au cours des séances de TD. Voilà donc pour les écailles de glissement. Pour les stylolithes tectoniques. La même chose ici. L'état initial, il faut créer une ligne brisée, comme ça. C'est presque au contraire ici. On exerce une contrainte sigma 1. L'étape suivante, regardez, il va y avoir donc déplacement des blocs sur la zone de faille, bien sûr le plan de la faille. Mais à ce niveau-là, puisqu'il va y avoir donc une pression, ça on va le voir par la suite, c'est une sorte de compression si vous voulez, mais une pression qui ne permet pas de créer un vide comme ici. Ici au contraire, cette forme-là ne permet pas de créer un vide. Ici, cette forme permet de créer un vide. Ici, non. Il ne permet pas de créer un vide parce qu'il va y avoir une pression ici, une compression, une sorte de compression, qui va donc, bien sûr, il va y avoir augmentation de la pression et température, il va donc y avoir donc une dissolution et donc recristallisation donc de certains minéraux qui vont donc donner une forme stylolytique.
ici, suite donc au déplacement donc des blocs. Alors, bien sûr, ce mouvement, donc, il va y avoir également donc, formation d'autres microstructures, telles que les stries ici, par exemple. Et à la fin, donc, on aura la formation de nos stylolithes, si vous voulez, stylolithes tectoniques. Et comme j'ai dit, en coupe, vous avez les stylolithes se présentent sous forme de courbes, de diagramme, mais sur le plan, ils se présentent sous forme de pics. C'est ce que vous avez ici, ces pics-là, ce qu'on appelle donc les pics stylolithiques. Et toujours ces pics stylolithiques sont plus ou moins parallèles à la direction de sigma 1 et par conséquent parallèles donc à l'axe de raccourcissement maximal. Et donc à partir d'ici, si vous voulez, on peut faire sortir les champs de contrainte. C'est à partir donc de ces stylolithes-là, on peut faire sortir donc le champ de contrainte et le champ de déformation. Donc sigma 1 ici, il est plus ou moins, il est un peu oblique, il n'est pas horizontal, mais un peu oblique, parce que vous avez, comme vous voyez ici, donc le raccourcissement maximal, comme ça également. Puis l'étirement, il est vertical, si vous voulez, l'étirement maximal ou bien l'extension maximale, c'est-à-dire sigma 3. Voilà donc d'une manière générale comment se forment ces deux types donc, de microstructures, c'est-à-dire les écailles de glissement et les stylolithes tectoniques, dont des calcaires, c'est-à-dire dans des roches dures ou bien compétentes type calcaire. Bien, donc maintenant on a fait un petit peu le tour sur toutes les microstructures cassantes, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé les tectoglyphes. Donc les tectoglyphes, c'est-à-dire des microstructures sur un plan de faille ou bien sur un miroir de faille. Donc on va essayer de récapituler un petit peu maintenant. Donc bien sûr, il s'agit donc de marqueurs de mouvement, c'est-à-dire ces microstructures cassantes, ou bien ces tectoglyphes. Ce sont donc des marqueurs qui peuvent nous indiquer, si vous voulez, le sens de déplacement des blocs, ou bien tout simplement les marqueurs de mouvement. On peut les appeler les marqueurs de mouvement sur les miroirs de faille. Alors ici, on vous donne donc les blocs diagrammes, affectés par des failles. Voilà ici, par exemple, pour ce premier bloc diagramme, vous avez le bloc en bas avec des ronds bleus et le bloc en haut avec des ronds avec des points rouges. La même chose ici. Les deux types de blocs sont séparés par une faille, c'est-à-dire entre les deux, on trouve un plan de faille ou bien un miroir de faille. Ici, on a pris des exemples donc, de failles horizontales ici. Hein. C'est horizontal, donc c'est pour vous simplifier la tâche. Donc, il s'agit donc de failles, si vous voulez, un peu horizontales, qui séparent deux blocs. Et on va essayer de voir donc les exemples donc, de microstructures qu'on trouve sur ces plans de failles, tout simplement. Parce que si, tout simplement, c'est un récapitulatif, c'est un rappel, si vous voulez, de ce qu'on a déjà vu. Alors ici, sur ce bloc diagramme, donc vous avez le bloc inférieur ici, qui s'est déplacé vers ce sens-là, comme indiqué par la flèche, et le bloc du haut, qui s'est déplacé vers la droite. Entre les deux, comme je dis, vous avez la faille, vous avez le miroir ou bien le plan de la faille sur lequel on peut voir donc des microstructures. Alors, les microstructures qu'on a sur ce premier exemple, c'est les stries. Les stries et les rayures, si vous voulez. C'est la même chose. Stries et rayures, c'est presque la même chose. Alors, parfois, ces stries-là peuvent être un peu grandes, si vous voulez. Parfois, elles sont très petites. On peut les appeler donc rayures. Alors, généralement, comme on avait expliqué l'autre fois, pour former les stries, il faut avoir des éléments durs qui vont être déplacés sur le miroir de faille
pour créer les stries. C'est ce que vous avez ici. Vous avez ce rond-là, c'est comme un élément dur qui va être entraîné sur le plan de faille et va donc former la strie. C'est comme ce qu'on avait vu en S2 en sédimentologie. Non, non, c'est pas en sédimentologie, c'est pas en S2, peut-être vous avez vu ça en S5, peut-être, quand vous avez vu, de toute façon, ça, ce genre de structure, on peut les voir en sédimentologie également, en ce qui concerne les figures et structures sédimentaires. C'est ce qu'on peut appeler en sédimentologie les groove marks. Les groove marks, c'est tout simplement quand vous avez un élément, un minéral, un fragment de roche qui va être entraîné sur un fond ou bien sur un substratum substratum mou, qui n'est pas très dur, et sur le substratum, donc, lors donc, de l'entraînement, l'élément va laisser donc une petite gouttière, une petite rayure qui s'appelle le groove marks en sédimentologie. C'est presque la même chose ici. Les éléments durs ici, ils vont être entraînés sur le plan de la faille. Ils vont donc créer des petites gouttières, des petites rayures qui s'appellent les stries, tout simplement. Ici, vous avez un petit détail, si vous voulez, donc de l'élément entraîné. C'est pourquoi, quand on a vu les stries, on a dit que. Alors les stries en général dans la direction du mouvement, la direction, c'est-à-dire la longueur de la strie, c'est la direction du mouvement. Mais on peut connaître également le sens du mouvement quand l'objet striateur est gardé sur la strie, ou bien au moins son emplacement. C'est-à-dire, si on a l'emplacement de l'objet striateur, si vous voulez, par exemple ici, regardez ici, on a l'emplacement de l'objet striateur. Donc, dans ce cas-là, le sens du mouvement, c'est comme ça. C'est le sens de ce bloc-là, si vous voulez, c'est vers ce sens-là. Là également, regardez, l'objet striateur indique que le déplacement de l'objet s'est fait comme ça. Il s'est déplacé vers ce sens-là. Les flèches indiquent le sens de déplacement du bloc ou bien de l'objet striateur. Et non pas vers l'autre sens, c'est vers ce sens-là. Le déplacement pour créer la strie, on la crée comme ça. Sur, bien sûr, le bloc d'en bas. Donc, pour déterminer le sens du mouvement, il faut avoir l'emplacement de l'objet striateur sur la strie. Si on n'a pas ça, si on n'a pas l'emplacement de l'objet striateur, on ne peut pas connaître le sens du mouvement. Ce qu'on peut connaître, c'est surtout la direction du mouvement. Voilà donc en ce qui concerne les stries. Bien sûr, on peut avoir également des rayures, comme vous voyez ici, c'est comme les stries, et des cannelures. Rayures et cannelures, c'est comme les stries, toutes ces structures-là peuvent indiquer la direction donc, du mouvement. Alors ici, pour ce bloc-là, le bloc diagramme ici, alors vous avez les zones dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici en coupe, et vous avez les écailles ici en surface, les écailles de glissement. Donc ça, on l'a expliqué l'autre fois, on l'a expliqué également ce matin. Alors ces zones, si vous voulez, de cristallisation au niveau des écailles peuvent indiquer le sens du mouvement. Le sens du mouvement. Bien sûr, ces vides-là sont colmatés au cours du déplacement par des cristallisations de minéraux tels que le quartz, tels que la calcite, tels que le gypse, etc., etc., les épidotes, etc. Et vous avez ici le détail, si vous voulez, donc de l'écaille de glissement. On peut avoir une cristallisation fibreuse, comme on peut voir une cristallisation automorphe ici. Et bien sûr, il nous permet donc de déterminer le sens du déplacement du bloc. Sur ce bloc diagramme, la même chose. Vous avez ici surtout des fentes. Les fentes de tension, toujours comme j'ai dit,
les fonds de tension accompagnent des failles, bien des plans de failles de discontinuité. Parfois, les fentes ils peuvent être en échelon. Et regardez la faille ici, c'est ce qu'on peut appeler donc une faille potentielle. Regardez la faille, il a coupé, si vous voulez, les fentes. Il a déplacé les parties de la fente. Ici, regardez. Les parties de la fente ont été coupées, déplacées par la faille, ce qui indique donc ici ce qu'on appelle une faille potentielle, si vous voulez. Si on considère que ces fentes-là sont des fentes en échelon, la faille qui les coupe ici, on l'appelle une faille potentielle. Mais ici, il faut faire attention. Ici, regardez, la flèche ici n'indique pas le bon sens. Ici, c'est le contraire, hein, en principe. Sinon, il faut décaler les fentes dans l'autre sens. Si c'est mal dessiné. Hein. Bon, c'est pas grave. Voilà donc, ça c'est un petit peu donc, si vous voulez, les blocs diagrammes en couleur avec de la légende, mais ici c'est la même chose. Hein. La même chose. Ici vous avez la légende écrite, ici vous avez des abréviations. Abréviations. Ici, regardez ici par exemple S stri, quoi encore? PL, le bloc, etc. Ici c'est traîné, en relief, etc. Mais c'est la même chose. Donc, ces 4 blocs diagrammes que je viens d'expliquer, ils sont là. Ces 4-là, vous avez A, B, C, E. A, B, C, E. Il reste à expliquer D, E et F. C'est presque la même chose. C'est des fonds de tension. Il reste à expliquer donc les stylolithes ici. Et d'autres exemples de microstructures qui accompagnent le cisaillement, tels que les écailles également ici, tels que des rayures, des petites structures discontinues telles que les cisaillements, petits cisaillements, etc. Alors pour les stylolithes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc vous avez toujours deux blocs, plan de faille, et regardez comment l'emplacement où se forment les styloïdes. C'est toujours dans la partie de la ligne brisée contre la pression. Le détail, il est là. Le détail, donc à cet endroit-là, vous voyez, ou bien à cet endroit, ou bien celui-là, etc., vous allez voir, c'est comme si vous avez une compression. Regardez, les deux flèches ici sont antagonistes. Donc automatiquement ici, il va y avoir donc une augmentation de pression, de température pour former donc les stylolithes tectoniques. Et bien sûr, la même chose ici. Donc ici, c'est en coupe. Donc vous avez sous forme de courbe, les stylolithes sous forme de courbe. Ici, c'est sous forme de pic. C'est comme si on est sur le plan de faille, le plan du stylolithe. Donc il va y avoir des pics. Et vous avez ici donc le sens de déplacement des blocs. Donc ils nous permettent, les stylolithes nous permettent, si vous voulez, de déterminer également le sens de déplacement des blocs. Alors pour le reste, donc c'est des cas si vous voulez un peu particuliers. On reste ici GF, c'est une microstructure de cisaillement. Voilà grosso modo donc le récapitulatif sur sur les tectoglyphes en général. Les tectoglyphes. En relation faille, fonte et stylolithe maintenant, c'est très important parce qu'ici, bien sûr, un même état de contrainte peut produire ou bien faire rejouer différents types de structures et de microstructures. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre quand vous avez un même état de contrainte, il faut trouver donc plusieurs
structures et microstructures. Alors, quand on analyse, si vous voulez, l'analyse des relations entre ces structures permet de reconstituer les champs de contraintes. C'est ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire pour faire sortir le champ des contraintes et le champ de déformation, il faut faire une analyse des relations entre ces structures pour déterminer dans l'espace les principales contraintes sigma 1, sigma 2, sigma 3 et les principaux axes de déformation, c'est-à-dire x, y, z. Alors, je vais prendre ici l'exemple de faille normale. Alors, l'exemple de faille normale, c'est ce que vous avez ici, au niveau de ce bloc diagramme. Donc, vous avez une faille ici en rouge qui déplace deux blocs. Ici, c'est une faille normale, bien sûr. Le bloc ABC, le bloc soulevé. Alors, les microstructures associées à cette faille-là, donc ici, vous avez la légende. FT, c'est les fonds de tension, ce que vous avez ici. Les fonds de tension. Vous avez les stries de glissement, ici. Vous avez les stylolithes. Les stylolithes ici, regardez, sous forme de pic, et les stylolithes ici sous forme de courbe. On coupe ici. Voilà, grosso modo, les microstructures qui peuvent associer donc une faille normale. Alors, quand on examine, si vous voulez, le champ de contrainte, ici, vous avez le bloc ABC, le bloc soulevé. Donc ici, la contrainte maximale sigma 1, elle est verticale. C'est ce qu'on a représenté ici. Ellipsoïde des contraintes. Sigma 1 vertical, sigma, c'est-à-dire le raccourcissement maximal ici, il est vertical. L'étirement et l'allongement maximal va être horizontal. Donc sigma 3 horizontal. Sigma 2 horizontal sur le plan de faille. Voilà donc l'ellipsoïde des contraintes pour une faille normale. À partir, si on essaie donc, bien sûr, on peut faire sortir cette ellipsoïde tout en analysant donc les microstructures. Toutes les microstructures doivent répondre à cette construction. Bien. Alors, pour les failles normales en général, comme on a déjà vu, il s'agit de failles, si vous voulez, qui jouent dans un régime distensif, bien il exprime un régime distensif. Généralement, l'allongement maximal est horizontal, le raccourcissement maximal est vertical. Donc, en ce qui concerne donc l'ellipsoïde, bien le champ de contrainte. Le champ de déformation, pardon. Le champ de contrainte, je l'ai expliqué ici. Voilà donc pour les failles normales. Alors, bien sûr, comme j'ai dit, les champs de contrainte et les champs de déformation, on essaie donc de les établir tout en analysant, en étudiant les microstructures qu'on a, ou bien qui accompagnent la faille, le jeu de la faille. On peut avoir des stries uniquement. On peut avoir des stries avec des fentes, comme on peut avoir des fentes uniquement, comme on peut avoir des stries uniquement, comme on peut avoir des fentes et des stries, etc. Ça dépend de ce qu'on peut avoir au niveau donc qui accompagne, si vous voulez, la faille. Donc, à partir de ces microstructures-là, on fait sortir le champ de contrainte et le champ de déformation. Et par conséquent, donc, on peut connaître, on peut déduire, si vous voulez, le sens de déplacement des blocs. On peut connaître la faille et dans quel régime cette faille a joué. Et on peut également déduire, si vous voulez, est-ce qu'il s'agit d'une faille qui a joué
à plusieurs reprises ou bien une faille qui est jouée une seule fois. Parce que comme je vous ai expliqué l'autre fois, une faille peut rejouer plusieurs fois. C'est-à-dire une faille, un miroir, une faille peut jouer sur le même miroir, si vous voulez, sur le même plan de faille, peut rejouer plusieurs fois. Et cela, bien sûr, on peut le déduire à partir de l'analyse des microstructures sur le plan de faille, bien sûr le miroir de faille. Donc il faut faire attention à ça. Hein. En général, c'est ce qu'on trouve d'ailleurs sur le terrain. Sur le terrain, il faut s'attendre, toujours il faut penser au rejet des failles. C'est-à-dire il ne faut pas trouver une écaille et dire, par exemple, d'un seul coup, bien, et tranché, voilà le bloc ABC, le bloc soulevé, le mouvement de la faille s'est fait dans ce sens, etc. Il faut examiner toutes les microstructures que vous avez. C'est-à-dire tous les tictoglyphes que vous avez sur le miroir de faille. Pour dire est-ce qu'elle a joué, la faille a joué une seule fois, ou bien elle a joué deux fois, ou bien trois fois, etc. Et il faut faire attention également, les jeux normaux, les failles normales, par exemple ici, failles normales, ils peuvent rejouer en faille inverse. Et d'ailleurs, en général, les failles inverses, c'était des failles normales au départ. Au moment de la distension, on crée des failles normales, mais au moment de la compression, on forme des failles inverses. Mais en général, ces failles inverses correspondent aux failles normales au moment de la distension. C'est ce que vous avez au niveau des rifts, par exemple. Les rifts, par exemple, au niveau de la chaîne du Haut Atlas, par exemple, le Haut Atlas, le Moyen Atlas, ce sont des bassins sédimentaires formés par étirement de la lithosphère. C'est-à-dire étirement, c'est-à-dire distension et avec des failles normales. Avec des failles normales, avec les demi-gravels, ce qu'on appelle les demi-gravels. On crée donc le fossé, bien le bassin sédimentaire, distension, bien étirement, faille normale, remplissage du bassin par les dépôts. Bien sûr, ça demande des millions et des millions d'années pour se remplir. Puis après, il va y avoir ce qu'on appelle une inversion tectonique. Inversion tectonique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une compression et les failles normales vont rejouer aux failles inverses pour donner une sorte d'ost, si vous voulez, zone haute, c'est-à-dire la chaîne de montagne. Voilà donc un exemple, c'est très simplifié, hein, ce que je viens d'expliquer. Mais en réalité, c'est compliqué. D'accord? Et ça, d'une part. D'autre part aussi, il faut comprendre que au niveau de la lithosphère, c'est-à-dire à l'échelle de la tectonique des plaques, là où vous avez, c'est-à-dire si on a une distension dans une région donnée, il faut s'attendre à trouver ou bien à avoir une compression de l'autre côté. C'est-à-dire on ne peut pas étirer dans une région comme ça sans compenser cet étirement par un raccourcissement de part et d'autre, par exemple, etc. Donc, c'est des choses, comme je dis, c'est pas facile. En réalité, c'est un peu compliqué. Donc, distension, compression, ce sont des choses qui s'alternent ou bien qui se jouent, qui peuvent jouer, si vous voulez, en même temps. Quand il y a étirement dans une région donnée, dans une autre région de l'autre côté, il va y avoir une compression en principe. Alors, voici, si vous voulez, les microstructures associées aux failles normales. Donc, ici, vous avez un bloc diagramme, c'est toujours des failles normales. Regardez ici, vous avez une faille et une autre ici, c'est toujours des failles normales. Mais ici, ce sont des failles normales qu'on avait appelées des failles normales conjuguées. Failles normales conjuguées. Alors ici, même champ de contrainte et même champ de déformation.
Sauf ici, donc vous avez des fentes, si vous voulez, de tension décalées par une faille ici, des fentes de tension en échelon avec ici la formation d'une faille potentielle, ce que j'ai appelé tout à l'heure faille potentielle, c'est ça. Une faille qui affecte les fentes de tension en échelon. Ici, vous avez les stylolites également en coupe ici et les stylolites en plan, les pics. Les stylolites en plan, donc toutes ces microstructures-là peuvent nous aider donc à former, si vous voulez, le champ de contrainte et le champ de déformation également. Alors ici, vous avez les stylolites et les fentes de tension en même temps ici. Regardez en vert ici, c'est des fonds de tension remplis par des minéraux fibreux, ici et ici également, etc. Donc, c'est presque la même chose que tout à l'heure. Alors maintenant, donc, maintenant, on va essayer de voir les failles inverses, microstructures associées, failles inverses. Alors, les failles inverses, ce sont des failles qui se produisent généralement dans un régime compressif. Compressif, c'est-à-dire ici, dans ce cas de figure, sigma 1, il est horizontal. C'est-à-dire, le raccourcissement, également, il est horizontal, le raccourcissement maximal. L'allongement maximal est vertical, c'est-à-dire sigma 3. Alors, si je n'ai pas mis de schéma, mais c'est à vous d'imaginer le schéma. C'est à vous donc de dessiner le schéma. À vous donc de dessiner le schéma, bien le dessin de bloc diagramme avec une faille inverse ou bien deux failles inverses conjuguées, comme vous voulez, et sur lequel vous essayez donc de dessiner les microstructures telles que les fonds de tension, les stylolites en courbe et stylolites en pic, et le crochon de faille, si vous voulez. Ici, regardez, donc vous avez le crochon de faille, j'ai oublié tout à l'heure de vous expliquer ça. Regardez de part et d'autre de la faille, regardez les couches, qu'est-ce qu'elles font. Quand ils s'approchent de la faille, ils subissent une torsion. Ils deviennent courbes, les limites de couche deviennent courbes pour indiquer donc le sens du mouvement. C'est ce qu'on appelle le crochon de faille. Crochon de faille. Alors, regardez ici, quand on regarde sans connaître, si vous voulez, le sens du mouvement, on peut déduire le sens du mouvement facilement. Quand vous avez un crochon comme ça veut dire que cette couche-là, bien ce compartiment-là, il s'est déplacé vers ce sens. Comme ça, il s'agit donc de bloc soulevé. Crochon, regardez la courbure ici, elle est convexe vers le bas, ici convexe vers le haut. Donc ce bloc-là s'est déplacé vers le bas. Comme ça. Alors, je peux vous aider pour les failles inverses. Regardez ici ce bloc diagramme. Donc, il s'agit de failles normales. Si je veux dessiner un bloc diagramme comme ça, mais avec des failles normales, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous imaginez ce bloc diagramme-là qui va subir une rotation trigonométrique de 90 degrés. C'est-à-dire, je vais faire une rotation comme ça, de 90 degrés. Cette partie-là en haut, cette partie-là en bas. Alors, quand je fais la rotation de 90 degrés, et le bas, l'aurait ici, si vous examinez le bloc diagramme, vous allez voir qu'il s'agit donc d'un bloc diagramme de faille inverse conjuguée. Et alors, vous pouvez voir comment donc se présentent les microstructures.
tels que les fontes, les stylolithes, etc. Voilà donc pour vous aider, si vous voulez, pour faire le dessin, si vous voulez, d'une faille inverse avec les microstructures associées. Et à partir de ces microstructures-là, vous pouvez donc faire sortir le champ de contrainte et le champ de déformation. La même chose ici pour les failles coulissantes. Les failles coulissantes ou bien décrochements, ce qu'on avait appelé décrochement, c'est-à-dire les failles à plan vertical. Failles coulissantes ou bien décrochement. Alors, dans ce cas de figure, le régime également ici, il est coulissant, c'est-à-dire le déplacement des blocs se fait horizontalement, alors que pour les failles normales, les failles inverses, le déplacement des blocs se fait verticalement. Il peut se faire verticalement, mais il peut se faire également donc, horizontalement, latéral, horizontal, transversal, etc. Mais ici, le déplacement de bloc se fait surtout horizontalement, c'est-à-dire pas de mouvements verticaux. Alors, dans ce cas de figure, l'allongement maximal il est horizontal, le raccourcissement également maximal horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sigma 1 et sigma 3 sont horizontales tout simplement. Alors, la même chose ici, je vous laisse le soin donc de faire un dessin de bloc diagramme avec les microstructures associées. Alors, pour vous aider, la même chose, je reviens sur le bloc diagramme de tout à l'heure, ici. Alors ici, pour former, si vous voulez, des failles coulissantes ou bien des décrochements conjugués, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il faut ramener ça à l'horizontale. Cette partie-là, il faut qu'elle soit horizontale. C'est-à-dire, il suffit donc de faire une rotation autour de sigma 2 pour rendre ce bloc diagramme horizontal, c'est-à-dire cette face-là horizontale. Et on obtient donc deux failles ou bien deux décrochements conjugués. Et vous essayez de voir donc comment sont orientées les microstructures sur ce bloc diagramme ou bien sur ces deux décrochements conjugués. Voilà donc pour les failles coulissantes ou bien décrochements. Les roches de faille. Les roches de faille, souvenez-vous bien, l'autre fois, on a parlé un petit peu donc de ces roches de faille. Et quand on a parlé donc des matériaux de remplissage des failles, on a dit que au niveau du plan de faille, généralement, il va y avoir un broyage de la roche. Alors, quand vous avez un broyage de la roche, il va y avoir donc l'effritement de la roche, il va y avoir décollement des fragments de la roche, il va y avoir également des phénomènes thermiques, c'est-à-dire il va y avoir une augmentation de pression et de température au niveau du miroir de faille, et donc il faut s'attendre à former des roches, ce qu'on appelle les roches de faille, sur un plan de faille. Alors les éléments réduits en petits débris anguleux, parfois sont tordus et étirés, vont former ces roches de faille. C'est ce qu'on appelle les brèches de faille. Et bien sûr, ces brèches de faille-là se forment dans un contexte de pression et température du métamorphisme
C'est ce qu'on appelle le métamorphisme cataclassique. Métamorphisme cataclassique avec formation de mylonites ou bien de brèches de faille. Les mylonites, c'est tout simplement des brèches de faille. Et en général, les roches de faille sont des brèches, hein, parce que, comme vous voyez ici, ces roches-là sont formées par des petits débris anguleux, tordus et étirés. C'est ce qu'on appelle donc les brèches de faille. Comme je viens de le dire, ce phénomène définit le métamorphisme cataclassique avec formation de mylonites. Alors, on peut voir plusieurs types de brèches de faille en général. Hein. Brèches de faille en général. On peut avoir des cataclassites, des mylonites, des pseudo-tachytes. Alors, toutes ces roches-là, on peut les qualifier de brèches de faille. Ils se forment au niveau du plomb de faille. Il faut toujours s'attendre à trouver ces brèches dans des plombs de faille et à ne pas confondre avec les brèches sédimentaires. Les brèches d'origine sédimentaire, c'est-à-dire des conglomérats de type brèche d'origine sédimentaire. Ici, il s'agit de brèches d'origine tectonique qui se forment suite au mouvement d'une faille, hein, qui engendre donc le broyage de la roche, qui engendre donc le décollement de blocs, le décollement de fragments et bien de débris pour former donc des débris anguleux, tordus et étirés. Alors ce phénomène définit, comme j'ai dit, le métamorphisme cataclassique avec formation de mylonites. Les mylonites, en général, c'est des brèches de faille, comme c'est indiqué ici, brèches de faille, cataclassite, mylonite, pseudo-tachylite, etc. Voici ici quelques photos de ces brèches de faille. Voilà, donc ici, le plan de la faille ici. Toujours, il faut imaginer, donc la photo ici, c'est sur le plan vertical. Plan vertical. Donc, vous avez ici la faille, colmatée, bien remplie par une brèche de faille, ici à l'intérieur. Ici, vous avez un bloc, un autre bloc ici. D'après les repères que j'ai ici, je peux dire que ce bloc-là, il est abaissé, celui-là, il est monté. Donc, les flèches comme ça. Donc, exemple donc, de flèche, de brèche de faille, ou bien de cataclassite. Même chose ici, sauf ici, c'est un peu vu de près, c'est-à-dire le détail. Regardez les fragments de roche à l'intérieur donc d'une matrice, ici. Donc, des fragments anguleux de différentes tailles à l'intérieur donc d'une matrice. C'est à l'intérieur donc d'une faille, c'est-à-dire du plan de faille, plan d'une faille. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que nous avons pour cette séance. On va donc s'arrêter ici. Et c'est ainsi donc termine le cours. Et on va passer maintenant à voir si vous avez des questions.